Donc, pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, ça ne sera pas très long. On attend le collègue de M. Lessard afin de pouvoir débuter. Salut François. Salut Alexandre. J'imagine qu'on n'est pas live. On est live, je crois. Oui, on est live, M. Lessard. Oui. Exact, Donc, c'est bon. vous pouvez y aller, vous pouvez débuter, messieurs. Parfait. Merci beaucoup. Désolé pour le petit retard. Donc, c'est ça, nous autres, on est souvent à Québec. Donc, moi, c'est Alexandre Lessard, conseiller accompagnateur. Je présente François Paquin ici, qui est analyste senior. Puis aujourd'hui, dans le fond, on voulait vous parler de la relation entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, parce que le gros message qu'on va vouloir vous passer à travers toute la présentation, c'est dans le fond que la cybersécurité est un peu indispensable pour faire du AI, puis en même temps, le AI est un peu indispensable à la cybersécurité. Et donc, on va essayer de vous montrer, dans le fond, les pourquoi du comment, que les deux sont mêlés comme ça. Donc, Cyber Québec, on est un centre de transfert de technologie, un CCTT, du Cégep de l'Outaouais. Et puis, nous autres, on est dédiés complètement à la cybersécurité. Donc, on a été fondé en juin 2018. Donc, ça fait 3 ans à peu près. Puis, c'est ça, on est un fier partenaire de Force IA. Maintenant, on va vous montrer un petit peu, dans le fond, comment la cybersécurité peut jouer un rôle important, dans le fond, pour créer du AI. Je vous donne ici l'exemple d'un Cyber Range. En plus, un Cyber Range, c'est quelque chose que Cyber-Québec vient d'obtenir il n'y a pas longtemps. Donc, c'est carrément une plateforme de virtualisation. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que, dans le fond, les entreprises peuvent virtualiser complètement leur infrastructure à l'intérieur d'un Cyber Range, un peu comme un clone. Et puis, à partir de là, on peut s'amuser avec, n'est-ce pas? Donc, on peut l'attaquer, essayer de trouver des vulnérabilités, essayer de briser des choses sans que ça affecte toute l'infrastructure qui est présentement en production. Donc, c'est très, très sécuritaire. Et puis, mon point avec ça, c'est qu'on peut emmener en fait des équipes bleues et des équipes rouges. Donc, rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, les équipes rouges, c'est des gens qui s'occupent de simuler des attaques. C'est ceux qui simulent des attaquants du système. Puis l'équipe bleue, c'est l'équipe défensive. Donc, c'est ceux qui vont essayer de patcher les systèmes puis de vraiment renforcer la sécurité de l'infrastructure. Maintenant, ce que ça fait quand on a des événements comme ça de Red Team et Blue Team, ça va créer énormément de trafic sur un réseau. Ça, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'à l'intérieur d'un Cyber Range, on est capable de collecter toute cette information-là. Et à partir de ça, on peut entraîner l'intelligence artificielle à détecter ça, c'est de l'information malicieuse, puis ça, c'est de l'information légitime. Quand quelqu'un essaye de rentrer un login 2000 fois par seconde, c'est malicieux. Fait que ça, c'est des choses qui sont faciles qu'un intervenant en arrière de ça est capable de dire à l'AI, ça, c'est quelque chose que tu devrais remarquer, ça, c'est quelque chose que, en fait, tu ne devrais pas flaguer comme étant malicieux. Je vais passer la parole à mon collègue François, qui va vous parler, dans le fond, de différents dangers que, dans le fond, les infrastructures aujourd'hui sont victimes de. Merci, Alexandre. Oui, bon, la cybersécurité, évidemment, c'est un sujet dont on parle quotidiennement. Puis si on recule, il n'y a pas tellement longtemps,
Ça voulait dire quoi concrètement? Ben, on parlait de virus informatiques qu'on avait sur notre ordinateur. C'est plus une nuisance que d'autres choses. Sauf qu'aujourd'hui, on parle clairement de cybercriminalité. C'est une menace constante. Donc, les manifestations de ça peut être du vol d'identité, ça peut être du vol de propriété intellectuelle, déni de service, ça peut être du piratage, de l'espionnage, des fraudes fiscales, et ça peut même aller jusqu'à du terrorisme. On va d'ailleurs voir un exemple de ça un petit peu plus tard. Donc, au niveau d'un déni de service, ce qu'on entend par là essentiellement, c'est le service qui est disponible sur une plateforme numérique. Ben, pendant un moment, il n'est pas disponible à cause qu'il est victime d'une cyberattaque. Donc, par exemple, si j'ai un serveur web qui est victime d'un déni de service, ben, le site web ne sera tout simplement pas accessible. Par contre, si je suis une usine, par exemple, une aluminerie ou quelque chose comme ça, qui est victime d'une cyberattaque, ben, ça se peut à ce moment-là que le déni de service occasionne, je ne sais pas, le fait qu'un dispositif de sécurité ne sera pas fonctionnel. Donc, ça peut aller jusqu'à des pertes de vie humaine à ce moment-là, ou des pertes de productivité qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions de dollars. Au niveau du piratage, on va attaquer généralement l'intégrité des données. Puis au niveau de l'espionnage, ben c'est plus au niveau de la confidentialité. Donc, c'est la fameuse triade CID, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données dont on va parler à ce niveau-là et qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, la cybersécurité, ça sert à quoi essentiellement? Ça sert à gérer du risque. Le risque associé à un bris de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité de l'information. Bon, je vous parlais tantôt d'actes terroristes, donc ça n'a pas vraiment été catégorisé comme du terrorisme à cette étape-ci, mais les images que vous voyez là, c'est tout tiré d'un incident qui était l'attaque du pipeline aux États-Unis, Colonial Pipeline, qui s'est déroulé au mois de mai dernier. Donc ça, c'est un déni de service sur l'infrastructure. Ça avait pour effet que ben, le pétrole ne se rendait plus à destination. Donc, souvent, quand on voit des cyberattaques comme ça dans les médias, on se dit, bon, c'est une entreprise qui s'est fait hacker. En quoi ça me concerne, moi, personnellement, comme individu? Mais on voit que ça a des répercussions sur la vie de monsieur, madame, tout le monde à tous les jours. Donc, dans le cas du pipeline, ben, il n'y avait juste plus d'essence de disponible à la pompe. Donc, les gens étaient obligés de rouler des longues distances pour essayer de trouver une station-service qui restait encore du carburant. Et quand ils en trouvaient, ben, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils pourraient en avoir. Donc, ils remplissaient des chaudières, ils remplissaient des sacs. Alors, on voit ici une image qui est réelle de quelqu'un qui a rempli plein de sacs de plastique, d'essence, en se disant, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en revoir. Alors, c'est la façon de gérer la crise un peu. Quand je parlais que ça peut aller jusqu'à du terrorisme, ben, un autre exemple comme ça qui a eu lieu dernièrement aussi, c'est une usine d'épuration d'eau en Floride qui a été victime d'une cyberattaque. Et puis, heureusement, ils l'ont intercepté à temps. Donc, le hacker qui avait pris le contrôle du système est en train de monter les niveaux de produits chimiques à des niveaux toxiques, à des niveaux mortels. Donc, ça aurait pu décimer une population complète. Heureusement, ça a été pris à temps. Ils ont pu rétablir la situation. Mais clairement, ça, c'était une tentative d'un acte terroriste à ce moment-là. On va aller voir la diapo suivante. Bon, l'intelligence artificielle dans tout ça. Pardon. Donc, l'intelligence artificielle, comme Alexandre le mentionnait, elle va être essentielle pour assurer la cybersécurité. Et on verra plus tard aussi que la cybersécurité va être essentielle pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc, comment on l'utilise en cybersécurité, l'intelligence artificielle? C'est que si je veux sécuriser, par exemple, un réseau d'entreprise, prenons un cas extrême, disons le réseau du gouvernement fédéral. Donc, si je veux analyser le trafic réseau qui circule sur les différents... sur le réseau, finalement. On parle de plusieurs térabytes de données par jour qu'il va falloir analyser, plus tous les logs, la journalisation des différents serveurs, des différents postes de travail. Donc, ça fait une quantité d'informations qui est phénoménale, qui est astronomique et qui n'est pas à la portée d'une équipe, d'un analyste ou d'une équipe d'analystes. On ne peut pas faire ça manuellement, analyser ces données-là pour savoir qu'est-ce qui est malicieux là-dedans, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça prend des outils. Il y a des outils traditionnels, détecteurs d'intrusion, des choses comme ça, qui peuvent flaguer, entre parenthèses, qui peuvent lever un drapeau quand il y a quelque chose qui est connu, dans le fond, une signature connue d'une tentative d'attaque. Par contre, ce que l'intelligence artificielle va permettre, c'est d'analyser les comportements à l'intérieur du réseau qui vont nous indiquer, par exemple, s'il y a une tentative d'exfiltration de données, s'il y a un comportement qui correspondrait, par exemple, au déploiement d'un malware connu, ou encore si on a entraîné l'AI avec différents types de malware connus
et que là, on arrive avec un type de maliciel, malware, pardon, pour l'anglicisme, donc c'est du maliciel ou du code malicieux, qui n'est pas connu, mais qui a un comportement similaire à d'autres choses que servi à entraîner l'AI. À ce moment-là, on va être capable de détecter, de lever un drapeau, et l'objectif, c'est que le système d'intelligence artificielle soit capable d'alerter une équipe d'analystes pour dire « Oh, cette partie de trafic-là, ce paquet de données-là, ça, c'est digne d'intérêt, ça vaut la peine de passer du temps là-dessus pour investiguer ça. Il y a probablement quelque chose de pas correct par rapport à ça. » Et à ce moment-là, au niveau des différents modes d'intelligence artificielle, là, on va parler, on est vraiment dans l'apprentissage automatique. Là. Souvent, ça va être du reinforcement learning, donc de l'apprentissage par renforcement. Donc, il va y avoir un analyste dans la boucle qui va être capable d'analyser ce que l'intelligence artificielle a trouvé, puis identifier est-ce que c'est un faux positif. Oui, peut-être. Mais par contre, oh mon Dieu, il y avait telle affaire aussi que l'intelligence artificielle n'avait pas flagué. Puis là, ben, ça vaudrait peut-être la peine de se dire que quand on voit ça, c'est malicieux aussi. Donc, on va entraîner comme ça l'intelligence artificielle sur des gros paquets de données. C'est des techniques de data mining automatisées et intelligentes sur du big data, essentiellement. De quelle façon l'intelligence artificielle va aider en cybersécurité? En fait, je dis aider, mais ça peut aider et ça peut nuire aussi parce que c'est un outil extrêmement puissant qui peut être utilisé autant d'un point de vue défensif qu'offensif. D'un point de vue défensif, ça va permettre, par exemple, l'analyse des cybermenaces. Bon, les cybermenaces, je peux, par exemple, souscrire à un feed RSS ou quelque chose comme ça, ou des compagnies comme FireEye, par exemple, qui vont fournir des rapports de cybermenaces qui ciblent mon secteur d'activité, par exemple, ou encore qui ciblent le type de matériel que j'ai dans mon organisation. Des rapports comme ça, je peux en avoir des milliers par jour qui arrivent. Donc, commencer à tout lire ça manuellement, ce ne sera pas évident. Par contre, généralement, ils sont disponibles aussi sous un format interprétable par une machine. Donc, ils appellent ça le format STIX pour Structured Threat Information Expression. Et sous ce format-là, ben, la machine peut analyser les rapports de cybermenaces. Et ça peut mener à la prévision de cyberattaques. Donc, si j'analyse des rapports de cybermenaces et qu'en plus, j'ai un portrait de la posture de cybersécurité de mon entreprise, mon organisation, j'ai la journalisation sur mes différents systèmes, j'ai tous mes rapports d'intrusion, ces choses-là. Ben, avec ça, je vais pouvoir faire de la prédiction d'attaque. Ça passe évidemment par de la détection d'anomalies. On va pouvoir faire la corrélation des journaux d'événements et tout ça en bout de ligne pour mener à de l'analyse de risque. Est-ce que mon système est à risque ou pas? À quelle place que je dois investir davantage en cybersécurité? Est-ce que je dois revoir mes politiques, gouvernance de cybersécurité? Donc, l'intelligence artificielle va aider beaucoup à ce niveau-là. Par contre, ça va aussi aider les hackers d'un point de vue offensif. Par exemple, à identifier des cibles potentielles, des vecteurs d'attaque potentiels. Recherche de nouvelles vulnérabilités aussi avec l'intelligence artificielle. Bon, par exemple, si je veux rechercher des vulnérabilités logicielles, je peux utiliser des techniques comme la rétro-ingénierie qui va me permettre, par exemple, de désassembler une application qui a été compilée. Et puis, lire les instructions assembleurs, essayer de trouver des vulnérabilités là-dedans. Donc, avec l'intelligence artificielle, à partir du moment où je trouve un pattern qui est vulnérable, je peux aller voir est-ce qu'il y a d'autres codes ailleurs dans mon application ou d'autres applications ailleurs sur mon réseau qui peuvent avoir le même pattern vulnérable, mais que je ne serais pas capable de trouver moi-même manuellement parce que si le code a été compilé avec un compilateur différent, ça se peut que le code ne se ressemble pas du tout en bout de ligne, mais le comportement va être similaire, par exemple. Et ça, l'intelligence artificielle va être capable de me donner un bon coup de main pour l'identifier. Et les hackers, la façon dont ils vont utiliser ça, souvent, sont un petit peu paresseux. Au lieu de faire de la rétro-ingénierie eux-mêmes, ils vont attendre qu'une vulnérabilité soit publiée, par exemple, sur le site de Microsoft, quelque chose comme ça. Et même si la patch est disponible, même s'il y a un correctif qui est disponible pour la vulnérabilité, eux autres, ce qui les intéresse, c'est d'entraîner l'AI avec des vulnérabilités connues comme ça pour éventuellement découvrir d'autres patterns vulnérables qu'il va y avoir à l'intérieur du réseau. On peut utiliser l'AI aussi pour du camouflage numérique. Par exemple, si j'essaie de livrer un payload, donc une charge malicieuse que je vais vouloir transférer sur un réseau, par exemple, ça pourrait être du ransomware que je voudrais déployer dans une organisation, du rançongiciel. Si je veux être capable d'éviter les capacités de détection, éviter les détecteurs d'intrusion, éviter les antivirus, ce que je vais faire, c'est que je vais camoufler tout simplement mon malware à l'aide de techniques d'intelligence artificielle, dont Alex va vous parler un petit peu plus tard. Donc, tout ça, finalement, ça va permettre quoi? Ça va permettre une exploitation plus efficace. Et ce que le côté défensif et offensif ont en commun, c'est que les deux
vont permettre une automatisation, vont utiliser un large volume de données. Donc, d'un point de vue défensif, ça va me permettre de traiter ce large volume de données-là. D'un point de vue offensif, je vais consommer un large volume de données pour être capable éventuellement d'entraîner l'AI à trouver une faille quelque part. Et évidemment, la notion de profilage qui est omniprésente dans les deux cas. Merci. Je vais laisser Alex vous parler des applications offensives de l'AI. Exact. Tu dis offensif, mais en même temps, il y en a quelques-uns aussi qu'on utilise du côté défensif, comme par exemple celui-ci, qu'on parle de Deep Exploit. Donc ça, c'est super intéressant. Dans le fond, il y a quelque chose qui s'appelle Metasploit, qui est en fait une plateforme qui permet qui est un répertoire en fait de vulnérabilités qui permet aux hackers de choisir, ou avoir un choix de vulnérabilité à utiliser dépendamment de leur cible. Maintenant, ça a bien de l'air très sombre comme utilisation, mais c'est aussi beaucoup utilisé pour ceux qui veulent valider leur réseau. Donc, ceux qui possèdent vraiment un réseau et qui sont en charge de leur sécurité, ils vont aussi utiliser Metasploit pour, en fait, tester des vulnérabilités sur le système avant que d'autres personnes soient capables de les utiliser, n'est-ce pas? Et donc, ce que Deep Exploit est simplement un AI qui a été entraîné à utiliser cette plateforme Metasploit. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ici, on a un user ou un utilisateur en haut à gauche de l'image, mais vraiment, cet utilisateur-là est absolument optionnel. Il pourrait n'y avoir absolument personne et simplement être lancé par un script qui dit « Ah, à chaque fois que quelqu'un se connecte sur mon site Internet, prend son adresse IP puis lance des attaques sur son ordi. » Donc, c'est assez grave comme où on en est rendu dans le système des AI et de la cybersécurité. Donc, ça a été entraîné avec le modèle d'entraînement A3C, qui est aussi du Reinforcement Learning Model. Donc, ça, c'est ce qu'on s'était parlé avant, où est-ce qu'il y a un moniteur en arrière qui va dire « Oui, ça, c'est bon. Non, cette action-là n'est pas nécessaire ou ne sert à rien. » Et donc, avec le temps, le modèle devient meilleur et meilleur. Maintenant, on va vous parler de, en fait, Deep Locker. Ça, c'est super intéressant. Donc, d'habitude, les modèles d'intelligence artificielle vont souvent remettre un booléen à la fin des opérations. Donc, on va montrer une photo de chien, puis on va lui dire « Est-ce que c'est un chat ou un chien? » par exemple. Puis là, on s'attend à une réponse qui dit « OK, plutôt, je vais reposer ma question. Est-ce que c'est un chien? » Et on lui demande des photos de chat et de chien. Et donc là, on s'attend à une réponse qui est oui ou non. Oui, c'est un chien ou non, ce n'est pas un chien. Cependant, il y a quelques génies qui ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer, en fait, une clé de décryption. Donc, mon collègue François Paquin, ici, vous a parlé tantôt de comment c'était important pour les hackers de crypter leur maliciel pour ne pas qu'ils soient détectés par nos firewalls ou nos antivirus. Donc, la manière que ça marche, quelque chose aussi qui est important de dire, c'est que Deep Locker et cible des gens en particulier. Donc, il y a vraiment une condition pour exécuter le maliciel. Donc, comment Deep Locker fonctionne, c'est qu'on va télécharger l'application et si la condition est vraie, l'intelligence artificielle va sortir directement une clé de décryption qui va être capable de décrypter le maliciel et de l'exécuter. Dans tous les autres cas, la clé de décryption que l'intelligence artificielle va créer va servir à rien et ne va être incapable, dans le fond, de décrypter le maliciel. Donc, ce qui est spécial avec ça, c'est que puisque, en fait, l'intelligence artificielle n'est même pas capable de décrypter elle-même le maliciel, c'est aussi difficile pour nous autres
de, dans le fond, savoir qu'il y a un maliciel dans le programme que vous avez téléchargé. Puis ça peut être souvent inséré à l'intérieur des programmes que les gens téléchargent souvent. Comme maintenant, on utilise Zoom. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire ça sur un package de Zoom et il a décidé de mettre ça sur son site web puis qui dit « Hey, vous pouvez télécharger Zoom gratuitement sur mon site », comme si Zoom n'était pas déjà gratuit. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ou bien il va dire « Ah, il va envoyer des emails de phishing pour dire que votre Zoom n'est pas à jour. Et donc, vous devez venir sur mon site web pour mettre la mise à jour et vous allez télécharger la mise à jour de Zoom, qui n'est pas du tout une mise à jour, mais avec un maliciel à l'intérieur. Super intéressant. Je vais continuer avec un filtre à spam. Donc ça, bien sûr, c'est une utilisation qu'on connaît tous. Probablement que vous avez déjà eu l'occasion de spécifier à votre client de courriel que certains de vos courriels étaient en fait du spam. Et donc, c'est un modèle d'intelligence artificielle qu'on a tous participé à améliorer à travers le temps. Je vais passer rapidement. Puis je vais laisser la parole à, en fait, mon collègue François Paquin qui va vous parler des règles légales à propos de, justement, l'utilisation du AI. Oui, bon, on sait qu'il y a eu des gros changements législatifs au Québec et au Canada récemment. Donc, on pense par exemple au projet de loi C11 sur la mise en œuvre de la Charte canadienne du numérique, projet de loi 64 au Québec aussi sur la protection des renseignements personnels. Ça va avoir des impacts significatifs sur l'intelligence artificielle. Je peux vous parler de ceux-là en premier, puis après ça, on reviendra sur la Déclaration de Montréal, qui est quand même très importante aussi, comme vous voyez à l'écran. Donc, le projet de loi 64, ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, premièrement, il a été voté à l'Assemblée nationale le 22 septembre, mais il devient effectif. La loi rentre en force le 22 septembre 2023. Donc, ça laisse le temps aux gens, aux organisations, aux centres de recherche de s'adapter à cette loi-là. Et ça laisse le temps aussi de proposer des amendements à cette loi-là, parce que dans son état actuel, elle n'a pas d'allure bien. Parce qu'ils ont introduit là-dedans la notion de consentement pour la collecte de renseignements personnels, mais qui est beaucoup plus poussée que la loi précédente sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Maintenant, il faut demander le consentement, par exemple, pour utiliser les données qu'on a précédemment collectées, mais qu'on déciderait d'utiliser pour entraîner de l'intelligence artificielle ou pour sortir des statistiques ou des choses comme ça. Donc, ça n'a comme pas vraiment de bon sens parce que ça va retarder beaucoup le développement de l'intelligence artificielle au Canada si on doit vraiment se conformer à cette nouvelle législation-là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je ne sais pas. Cyber-Québec, on fait une veille très active de l'évolution de ce projet de loi-là. Et puis, on se fait un devoir d'informer les organisations, les entreprises, la population en général sur ce qui va se passer avec ça. Parce que oui, ça a des impacts qui sont majeurs. Et un des changements aussi apportés par cette loi-là, c'est le droit à l'oubli. Donc, tout citoyen pourrait contacter un organisme et dire « Oublie-moi, efface toutes les données qui ont rapport à moi, toutes mes données personnelles. » Et l'organisation, à ce moment-là, serait forcée non seulement de supprimer les données qui ont été collectées sur cet individu-là, mais également de supprimer tous les résultats de traitement d'informations qui incluaient ces données-là. Encore là, ça n'a pas vraiment de bon sens parce que imaginez que Statistique Canada est obligé de refaire tous ces tableaux, puis ces rapports, puis ces statistiques à chaque fois qu'un citoyen dit « oubliez-moi », ça n'aurait pas de bon sens. Puis je me vois, me semble, appeler à la banque puis dire « Ouais, j'ai une hypothèque de 350 000, mais savez-vous quoi? Oubliez-moi. » Je ne sais pas comment ça serait reçu. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine de l'essayer. La Déclaration de Montréal, très important, il prône une utilisation morale et éthique de l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a des gens qui ont été proactifs là-dessus, qui ont vu l'explosion de l'intelligence artificielle et qui se sont dit « Mon Dieu, il y a tellement de place à des dérapes là-dedans » parce que c'est un outil tellement puissant qui peut être utilisé autant pour le bien que pour le mal. Et malheureusement, les 3 lois de la robotique, ça ne marche pas. Okay? La première loi qui dit qu'un robot ne doit jamais faire de mal à un être humain, c'est bien une valeur, mais si le robot il est programmé par un être humain dans le but de faire du mal à un autre être humain, le robot, les lois de la robotique, il va s'en balancer éperdument et puis il va tout simplement exécuter le code. Donc, si son travail, c'est de faire mal à un être humain, bien, il va le faire. Et d'ailleurs, on va le voir à la diapositive suivante.
On va le voir à l'autre d'après. Je reviendrai là-dessus tout simplement. On va parler de la notion d'interdépendance, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle dans un premier temps. On a vu précédemment que l'intelligence artificielle est rendue nécessaire pour la cybersécurité parce qu'on a un trop gros volume de données à analyser. Ça ne se fait plus manuellement. Ça prend du AI pour ça. Mais la cybersécurité, elle est aussi nécessaire pour l'intelligence artificielle. Je vous parlais de la fameuse triade CID tantôt, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Ça, c'est la base de la cybersécurité, en fait. Ça sert juste à ça, la cybersécurité. Gérer le risque associé à un compromis, une brèche de confidentialité, disponibilité ou d'intégrité. Alors, quand on entraîne de l'intelligence artificielle, bien évidemment, ça prend un gros volume de données. Si quelqu'un réussit à altérer l'intégrité de ces données-là, ben à ce moment-là, vous savez, le principe garbage in, garbage out, on ne peut pas vraiment faire confiance aux résultats fournis par l'intelligence artificielle si l'ensemble de données qui a servi à l'entraîner était corrompu. Évidemment, la disponibilité de l'information va être extrêmement importante. Je ne peux pas entraîner l'AI si je n'ai pas accès à mon gros volume de données. Et comme on va entraîner l'intelligence artificielle souvent avec des données personnelles, des données médicales, des données du secteur n'importe quoi, mais en recherche, je veux dire, on va utiliser différents types de données qu'on va vouloir protéger. Donc, il faut assurer la confidentialité de ces données-là. Donc, la cybersécurité va garantir à ce moment-là, ou va assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données qui vont permettre de faire quelque chose d'utile avec les AI. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà les beaux petits robots. C'est cute de les voir danser comme ça, c'est génial, c'est une merveille technologique, c'est US Robotics, je pense, qui a créé ces robots-là. Et puis, ça revient pas mal au fait que la cybersécurité va être nécessaire en intelligence artificielle parce que, évidemment, l'asservissement des différents moteurs de ces robots-là, c'est contrôlé par l'intelligence artificielle. Si j'altérais l'intégrité du code qu'il y a là-dedans ou j'altérais l'intégrité des données qui ont servi à entraîner les AI, ben ça se pourrait que les petits robots, au lieu d'aimer danser, ils manipulent des armes et puis ils décident de s'entretuer, de s'autodétruire ou de s'en prendre à l'humanité puis de devenir des Terminators finalement. Vous avez tous vu le fameux film Terminator, je pense qu'il y en a 5 maintenant, 5 ou 6. Là. En tout cas, c'est un classique. Ben, c'est plus de la fiction. Malheureusement, c'est plus de la fiction, comme on voit sur cette diapositive-là. Le petit robot que vous voyez présentement à l'écran, c'est essentiellement un Terminator. C'est un robot programmé pour tuer qui dispose d'une certaine autonomie. Oui, je peux le contrôler avec une télécommande, avec une caméra et tout, puis voir où il va, puis décider de tirer un peu partout. Mais je peux aussi le mettre en mode 100% autonome et montrer une photo et dire, quand tu vois passer cet individu-là, ben, tue-le, c'est notre cible. Alors, c'est exactement un Terminator. À ce moment-là, il n'y a même aucune différence, à part le fait qu'il n'y a pas une forme humanoïde comme Arnold Schwarzenegger dans le film, mais pour le reste, la fonction reste exactement la même. Sur la prochaine diapo, on va voir un autre exemple aussi. Un drone prédateur qui est utilisé notamment par l'armée américaine, mais il y a plusieurs autres armées aussi à travers le monde qui utilisent des drones similaires. Et puis, un drone comme ça, généralement, bon, il peut être contrôlé par un pilote à distance avec un autre équipier aussi qui est le gunner, dans le fond, celui qui s'occupe du système d'armement. Mais il peut aussi être utilisé en mode autonome. Donc, avec l'intelligence artificielle, on va lui donner une cible. On va dire, par exemple, tu cibles tel bâtiment ou cible tel individu. Et le drone va se promener. Quand il va voir cet individu-là, quand il va le reconnaître avec du deep learning, il va reconnaître l'image, l'identité de l'individu, ben, il va l'abattre, tout simplement. Donc, on est rendu là. Et évidemment, c'est ça. Donc, l'image du Terminator, c'est un peu choc, mais on est rendu là. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des choses comme, par exemple, des choses comme la Convention de Montréal, par exemple, qui permet de mettre un petit peu de morale et un petit peu d'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour éviter les dérapes. C'est tout ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on est Cyber-Québec, toujours content de répondre à vos questions, de vous informer, de vous former. On peut vous aider au niveau technique, au niveau de vos projets de recherche appliquée. N'hésitez pas à nous contacter. Nos adresses courriels sont là. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Merci. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Oui.
Apparemment, non. Bon, ben, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Et puis, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Oh, Merci beaucoup, messieurs. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, là, je vous entends. On se sentait un petit peu isolé pendant la présentation par le fait qu'on ne voyait pas personne à part. Moi, je voyais Alex, il me voyait, mais c'est à peu près tout. Donc, là, je viens de voir qu'il y avait des questions. Et Oui, puis, je vous dicte les questions ou est-ce que vous souhaitez que je vous les dise? on a notre collègue Nabila qui nous a envoyé certaines questions que je vois présentement, donc je peux répondre à ça. À faire la Parfait. loi pour protéger les données au Québec comme aux États-Unis et en Europe? En fait, c'est la fameuse loi 64 au Québec qui va permettre la protection des données. Donc, la loi 64, en fait, le projet de loi 64 va amender la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Elle va aussi amender la loi sur la protection de l'information dans les organismes publics. Et puis, la Commission d'accès à l'information au Québec va jouer un rôle essentiel aussi dans la mise en place de tout ça, notamment pour tout ce qui est de la notion du consentement, du droit à l'oubli, ces choses-là. C'est une loi qui, sous sa forme actuelle, la façon qu'elle est présentée, ça va une coche plus loin que le fameux RGPD en Europe, le Règlement général sur la protection des données qui ont voté avec l'Union européenne en 2016. Donc, au Québec, on va aller comme une coche plus loin que ça. Si la loi 64, si elle passe de la façon qu'elle a été votée le 22 septembre, si elle n'est pas amendée d'ici là, on va être pas mal les tops dans le monde au niveau de la protection de l'information. On est inspiré beaucoup aussi des lois en Californie sur la protection des renseignements personnels. Eux, ils ont été les premiers en Amérique, dans le fond, à aller de l'avant avec une législation qui protège vraiment les renseignements personnels, notamment dans le commerce électronique. Je vois une autre question aussi. Les systèmes d'entreprise fonctionnent souvent sur des protocoles très différents des systèmes opérationnels ou industriels. Quels en sont les effets sur le développement de solutions d'intelligence artificielle pour la cybersécurité? Les modèles qu'on peut utiliser sont-ils les mêmes? C'est une excellente question. En fait, l'intelligence artificielle va être encore plus nécessaire au niveau des technologies opérationnelles pour la bonne et simple raison que les systèmes IT traditionnels, ça fait depuis les années 80 qu'on sait que la cybersécurité, c'est important, qu'on doit faire quelque chose pour ça. Malheureusement, ça fait juste à peu près depuis 2010 que les gens sont vraiment conscientisés à ça. En 2010, le gouvernement fédéral est arrivé avec la première stratégie nationale de cybersécurité. Donc, il y avait du gros retard, mais bon, en bout de ligne, quand même, la cybersécurité au niveau des systèmes TI traditionnels, c'est quelque chose dont on parle depuis un bon moment. Les systèmes OT, donc les technologies opérationnelles dans l'industrie, ont énormément de retard là-dessus. Pourquoi? Pour un paquet de raisons. Premièrement, parce que pendant longtemps, les gens se sont crus isolés, à l'abri des cybermenaces. On a des environnements qui sont pas des protocoles TCP/IP. On ne peut pas vraiment communiquer avec une scie, par exemple, dans une scierie à partir d'Internet. Ça, c'était une fausse conception qui a duré pendant longtemps, jusqu'à temps que l'évolution des interfaces homme-machine, la gestion des usines à distance maintenant aussi qui est possible à travers différents protocoles, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ce qu'on appelait le air gap, donc il n'y a plus d'isolation physique des systèmes. Donc, je peux surveiller à distance les systèmes de mon usine, je peux modifier les paramètres de configuration de mes machines-outils à distance. Ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'un hacker pourrait aussi rentrer sur le réseau industriel et modifier ces paramètres-là à distance, causer des accidents, causer des dénis de service, occasionner des pertes de productivité, des pertes de qualité de la production. Donc, il faut sécuriser ça. Mais comment on fait pour sécuriser ça? Parce que dans les systèmes industriels, ce n'est pas les mêmes protocoles. Souvent, on va parler de protocoles, par exemple, je ne sais pas moi, du I2C, du CAN bus, des protocoles qui sont faits pour être résistants au bruit électromagnétique dans une usine. Pas des protocoles qui sont faits nécessairement pour être sécuritaires avec du handshake comme on va retrouver dans un protocole TCP/IP. Donc, la détection d'anomalies, ça devient très difficile.
Par contre, avec l'intelligence artificielle, il y a plusieurs initiatives de recherche présentement qui sont en train d'essayer d'établir la base de référence d'une usine. Donc, on va analyser du trafic dans l'usine avec différents protocoles suffisamment longtemps pour être capable de caractériser c'est quoi le trafic normal. Et à partir de ça, là, on va pouvoir faire de la détection d'anomalies. Et les anomalies, là, vont pouvoir être analysées après ça par un analyste en cybersécurité qui va pouvoir dire, oh mon Dieu, OK, ça correspond à quelqu'un qui essaie de s'introduire dans nos systèmes pour modifier les configurations, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle va être super importante là-dedans parce que, justement, les systèmes de protection, les systèmes de détection d'intrusion, les firewalls et tout qu'on retrouve dans le monde IT traditionnel, malheureusement, ils n'ont pas encore leur équivalent dans les systèmes des technologies opérationnelles. Voilà. Alors, j'espère que ça répond à la question. Je penserais que oui. C'était à propos des systèmes opérationnels, dans le fond, comment qu'on va... Exactement. Donc, les modèles qu'on peut utiliser sont-ils les mêmes? Essentiellement, oui. Parce que à la base, ce qu'on veut, c'est être capable d'établir la base de référence et détecter les anomalies à partir de ça. Et puis, la complexité du monde OT, c'est que c'est des protocoles différents, des systèmes qui sont pas mal moins sécuritaires. Peut-être une petite précision là-dessus aussi, c'est que les systèmes industriels aussi sont généralement beaucoup plus vulnérables que les systèmes IT traditionnels. Parce que sur mon ordinateur que j'ai présentement, par exemple, j'ai de la mémoire en masse, j'ai un processeur assez puissant, je suis capable d'installer un antivirus, je suis capable d'installer des protections aussi au niveau du système d'exploitation pour voir s'il y a des tentatives d'intrusion, des choses comme ça. Mon réseau lui-même est protégé aussi. Par contre, dans les systèmes de contrôle industriel, souvent, je vais avoir un microcontrôleur 16 bits avec très, très peu de mémoire, très peu de puissance de calcul. Je ne pourrais pas déployer des contre-mesures sur ces dispositifs-là, antivirus, ces choses-là. Donc, c'est des composantes qui sont très, très, très vulnérables, qui fonctionnent sur des réseaux qui n'ont pas été conçus pour être sécuritaires. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire pour sécuriser les usines, c'est qu'on va travailler beaucoup sur le périmètre, le contrôle des accès de l'extérieur. On va essayer de sécuriser aussi, d'isoler les machines-outils, par exemple, du réseau de l'entreprise, pour que quelqu'un, par exemple, qui réussit à hacker les serveurs d'entreprise ne puisse pas nécessairement modifier les configurations des machines-outils et vice-versa. Je ne voudrais pas non plus que ma partie OT devienne un vecteur d'entrée pour mon réseau d'entreprise, puis me faire voler ma propriété intellectuelle à partir, par exemple, d'une machine-outil. Donc, on va travailler beaucoup sur la segmentation des réseaux pour essayer d'éviter ce genre de problème-là. Voilà. Autres questions, commentaires? Je vois quelques commentaires, des gens qui ont bien apprécié la présentation. Bien, je suis content. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. On vous remercie énormément pour votre présentation. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'invite tous les gens qui sont encore là avec nous à se joindre au dernier bouton accessible de leur horaire. Donc, pour le mot de la fin, s'il vous plaît, on a besoin de vous, on a besoin de vos commentaires, de vos suggestions. Donc, on vous invite à joindre là, la rencontre dans la salle. On attend que tout le monde ait terminé en ce moment. Donc, voilà, je vous mets le lien dans le chat et vous serez en mesure de pouvoir y accéder. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, messieurs. Bien, merci. Excellente fin de journée à vous également. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Ça a été un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.